Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h01, nous sommes en direct, on vit pas dans la même France. Ce soir, une émission exceptionnelle encore une fois, comme tous les soirs, une émission qui casse les codes, une émission où deux mondes se parlent, peut-être deux mondes des fois qui ne se parlent jamais. Alors les influenceurs, les personnalités publiques, les hommes d'affaires, tous ces gens-là qui arrivent à fédérer des milliers, des dizaines, des centaines, voire des fois des millions de personnes, ont une façon de fédérer, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ils arrivent à fédérer. Les politiques des fois c'est un petit peu plus compliqué. Ils ont un peu plus de mal à se faire comprendre. Donc on a décidé de créer cette émission pour les obliger à nous parler plus facilement, plus simplement, pour réconcilier la politique et les gens qui sont fâchés parce que ils y comprennent tout simplement rien. Ce soir, le thème: faut-il privatiser l'audiovisuel public? Alors c'est une vraie question et pour y répondre, on a deux personnalités très fortes. Olivier Legrain, homme d'affaires français, qui va débattre avec Max Brisson, sénateur LR des Pyrénées-Atlantiques. À chaque fois que j'ai un sénateur, j'ai l'impression que je prends du level. J'ai l'impression que je monte en gamme dès que j'ai un sénateur sur ce plateau. C'est très gentil. Voilà, je vous le dis parce que moi, c'est la grande classe, les sénateurs. Et puis en plus, quand on m'a expliqué au Sénat comment ça fonctionnait, vous arrivez avec un dress code, c'est calme, là-bas, tout le monde est sérieux. C'est pas comme à l'Assemblée nationale où on croirait une télé-réalité, pardonnez-moi. Tout à fait, mais on peut travailler sérieusement. Exactement. En tout cas, belle représentation de la France. Et ce soir, je suis accompagnée de Mathias qui est revenu de ses vacances. Voilà. Ça va, Mathias? Ah, toujours les musiques sur les femmes. Toujours les musiques sur les femmes. Toujours, évidemment. Incroyable. Tu es Comment bien ça va, bronzé Magali? en tout cas. Et toi, ça va? Je suis beau? T'es pas très beau, mais t'es bronzé. Ah, ça va, ça me fait un peu mieux. Voilà. Je t'ai ramené un cadeau. Je l'ai posé chez toi. Ah bon? Ouais. C'est quoi? Une tonne de sable. Super, Voilà. c'est sympa comme d'hab. Je me suis dit ça allait faire plaisir. Mais tu sais que là-bas, ils veulent qu'on fasse une émission en direct. Alors là-bas, c'est où déjà? Saint-Martin, pardon. Ah, c'est à Saint-Martin. Les Antilles françaises. Tu expliques à nos C'est vrai. auditeurs. À Saint-Martin, j'étais à Saint-Martin. Il est parti 4 jours à Saint-Martin. Alors j'ai pas trop compris le travail, le perso, on n'a pas tout compris, mais il est allé et là-bas. sache une chose, c'est que le président de la collectivité de Saint-Martin, il a écouté 2 fois l'émission. Ah, super. Et il a envie qu'on fasse une émission là-bas pour parler des écoles aux Antilles, qui est un vrai avec problème. grand plaisir. Alors franchement, on serait ravis d'aller à Saint-Martin pour Donc parler on est en des train de voir écoles. avec Pedro, un des patrons de la radio, pour pouvoir faire ça au mois de mars. Magnifique. On peut venir? Évidemment. Avec grand plaisir. On invite tout le monde. Évidemment. Alors, ce soir, donc, on va répondre à cette question. Faut-il privatiser l'audiovisuel public? Pour cela, on va d'abord recevoir Olivier Legrain. Vous êtes un entrepreneur français, ingénieur de formation. Vous avez dirigé plusieurs grandes entreprises. On est en direct. Vous avez dirigé plusieurs grandes entreprises industrielles avant de vous engager plus directement sur les questions liées aux médias. Depuis plusieurs années, vous alertez sur la concentration du paysage médiatique et vous défendez l'importance d'une information indépendante et accessible à tous. Grâce à votre expérience dans le monde des affaires et votre réflexion sur l'avenir des médias, vous tentez d'apporter un regard clair et concret sur les enjeux du moment. Vous dites si je dis les choses bien. Tout est parfait pour moi. Ah là là, merci. Merci d'être avec nous, Olivier Legrain, pour débattre de la privatisation de l'audiovisuel français. Alors, on vient de dire, vous êtes un entrepreneur. Comment vous vous êtes construit? Qu'est-ce qui vous a donné envie, le goût d'être entrepreneur? Moi, je suis un industriel au départ. Okay. J'ai passé toute ma vie dans 2 grandes entreprises industrielles. Puis, pendant 15 ans, j'ai dirigé un groupe industriel qui s'était séparé du groupe Lafarge, qui s'appelait Materis, qui était une entreprise de matériaux de construction, de chimie de la construction, que j'ai dirigé pendant 15 ans. Et depuis 10 ans, je suis thérapeute. Ah bon? Donc, voilà. Ah ouais, rien à voir. Non. Ah, vous avez changé carrément de... Absolument. J'ai complètement changé de vie il y a 10 ans. Alors, thérapeute, c'est-à-dire? Psychanalyste, pour prendre un terme. Vous aidez les gens à se sentir mieux? Absolument. On a besoin de séances, nous. Surtout. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus dur qu'avant, le statut d'entrepreneur? L'économie va beaucoup moins bien que depuis quelques années. Et on ne peut pas dire que ça ira beaucoup mieux dans les années qui viennent, notamment en Europe. Et donc oui, je pense que c'est plus dur pour les jeunes. L'arrivée de l'intelligence artificielle change pas mal. Le monde a beaucoup changé par rapport à l'époque où j'ai dirigé un groupe industriel, c'est-à-dire il y a maintenant plus de 10 ans que j'ai arrêté. Mais oui, l'économie va beaucoup moins bien. Tout le monde se fatigue un petit peu moins. Alors c'est à double tranchant, parce qu'il y a ceux qui se fatiguent moins parce que justement ils utilisent l'IA, un peu trop d'ailleurs. Et puis il y a ceux qui travaillent très 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 dur et que malgré leurs efforts, ils n'arrivent pas à survivre. Je trouve que surtout l'économie va beaucoup moins bien. Le pays va beaucoup moins bien, l'Europe va moins bien. Il y a
un équilibre entre l'Europe, la Chine et les États-Unis qui a profondément été modifié et qui sera encore très modifié certainement dans les 5 à 10 ans qui viennent. Donc ça va beaucoup moins bien que les années que... Moi j'ai vécu beaucoup, 30-35 ans dans l'industrie et j'ai connu dedans les 3/4 de très très bonnes années. Ouais. Là je pense que ça risque de durer un certain temps pour plein de raisons. Alors, vous êtes engagé pour que les médias restent les plus indépendants possibles, mais est-ce que c'est encore possible avec toute la concurrence qu'il existe ? C'est un vaste débat, ça. On va peut-être en parler quand on va parler de la privatisation éventuelle. C'est qu'il y a actuellement, alors on vient un petit peu au livre qu'on a écrit qui s'appelle « Sauver l'information de l'emprise des milliardaires ». Il y a en France, depuis quelques années, une emprise de plus en plus forte de très peu de gens. On a vu, il y a une dizaine de milliardaires qui ont pris énormément de pouvoir sur l'ensemble de ce qu'on appelle de la chaîne de la valeur, c'est-à-dire la presse, l'édition, la distribution, les festivals, les instituts de sondage, les comptes d'influenceurs, voilà. Ça, c'est un pouvoir qui n'a probablement jamais existé depuis très très longtemps. Donc, ce pouvoir, il est dangereux, je pense, pour la démocratie. J'emploie souvent ce terme, et je l'assume parfaitement, je pense qu'on est en guerre idéologique et culturelle, une partie des gens contre les autres. Et moi, si aujourd'hui, j'essaye de parler, alors que je suis un citoyen engagé, que j'ai fait ma carrière dans l'industrie, que je suis un thérapeute, c'est que je pense qu'il y a un vrai risque de la démocratie, avec l'arrivée du Front National et de la droite dure, comme je l'appelle, au pouvoir en 2027. Moi, c'est pour ça que je mène ce combat. C'est un combat de citoyens engagés, tout simplement. Alors, on a l'impression que c'est nouveau, en fait, les médias aux mains donc des grands patrons. Mais par exemple, TF1, qui a plus de 40 ans d'existence, c'est une chaîne qui appartient à Martin Bouygues. Oui. Pourquoi aujourd'hui c'est un problème ? Ah non, on n'a pas dit que Martin Bouygues était un problème. C'est pas dans le livre, on ne parle pas particulièrement de... On pense que Vincent Hédin et moi, plutôt de Bolloré, Bolloré et de Bernard Arnault, qui nous semblent les plus influents en ce moment. De la même manière, on ne traite pas de la même manière, on ne parle pas d'ailleurs quasiment de Martin Bouygues, on ne parle pas de la même manière de Xavier Niel par rapport au Monde où il y a un statut qui est différent. On parle de la chaîne de valeur dont je parlais tout à l'heure, et là qui est très puissante dans les mains de Bolloré et de Bernard Arnault. Alors, on reçoit donc en face de vous, Olivier Legrain, ce soir, Max Brisson, qui est sénateur LR des Pyrénées-Atlantiques. Merci d'être là, monsieur le sénateur. Je vous en prie. Alors, Max Brisson, vous êtes sénateur des Pyrénées-Atlantiques pour le groupe Les Républicains. Vous êtes un ancien inspecteur général de l'éducation nationale. Vous avez d'abord exercé dans l'éducation et la vie locale avant d'être élu au Sénat. Vous vous intéressez particulièrement à l'enseignement, au service public et à la culture. Vous avez un avis contraire à notre invité Olivier Legrain sur l'audiovisuel français. Contraire, pas tout à fait, okay. Au risque de vous décevoir. Ah, moi, rien ne me déçoit, moi. On va déjà, si on est sur le fond du sujet, je ne suis pas favorable à la privatisation de l'audiovisuel public. Ce qui ne veut pas dire que je ne souhaite pas qu'il soit réformé. Après, j'ai écouté M. Legrain avec beaucoup d'intérêt. J'ai quand même l'impression que ce qui lui pose parfois problème, sans vouloir être polémique, c'est quand ces grands patrons qui contrôlent une partie de l'audiovisuel, sont à gauche, ça pose pas de problème. Quand ils basculent un peu plus à droite, ça pose problème. Et donc c'est un vrai sujet. Moi je pense, contrairement à ce qu'il a dit, que jamais le pluralisme n'a été aussi important. On n'a jamais eu autant de chaînes, de radio, de télévision. Il n'y a jamais eu autant d'éditeurs d'information. En revanche, qu'il soit nécessaire d'avoir de la régulation pour éviter les fake news, pour que l'on certifie l'information, et c'est d'ailleurs tout le rôle des journalistes, c'est le rôle des médias, mais je conteste un peu cette idée que le pluralisme sera en danger, et puis surtout, ça voudrait dire quoi ? Il faudrait qu'on revienne au monopole de l'ORTF avec un État qui aurait je ne sais quel monopole. Et moi, par rapport à l'audiovisuel public, c'est vrai que je m'interroge aujourd'hui sur son périmètre, sur ses missions. Ça ne peut pas être non plus la citadelle sur laquelle il ne faudrait rien toucher, avec des corporatismes étroits. Et surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est que certains, aujourd'hui, voient l'audiovisuel public comme une sorte de contre-pouvoir à Bolloré. C'est pas ça, la mission de l'audiovisuel public. Ça doit être la télévision, la radio de tous les Français, y compris ceux qui votent au Rassemblement national. C'est pas mon cas. Je suis un élu Les Républicains. Je ne considère pas le Rassemblement national comme des amis politiques, mais il y a un tiers des Français aujourd'hui qui votent au Rassemblement national. L'audiovisuel public est aussi à eux. C'est pas ce que dit Madame Ernotte, aujourd'hui, la présidente de France Télévisions, qui politise
l'audiovisuel public, qui politise la télévision publique, qui a eu des propos sur CNews qui sont assez surprenants pour quelqu'un qui, normalement, est payé par l'impôt de tous les Français. Vous pensez que c'est et qui mériterait d'avoir un peu plus de retenue, parce que son employeur, c'est l'ensemble des Françaises et des Français, y compris ceux qui votent pour le Rassemblement national. On va revenir sur les propos de Delphine Ernotte, comme vous le dites, juste après cette pause. Restez avec nous sur Sud Radio. On revient tout de suite pour commenter les propos de Delphine Ernotte avec Olivier Legrain, homme d'affaires français, et Max Brisson, sénateur LR des Pyrénées-Atlantiques. À tout de suite sur Sud Radio. Les Instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h14. Nous sommes en direct, on vit pas dans la même France, une émission qui casse les codes, une émission où on se parle tout simplement, voilà, pour les gens qui comprennent pas forcément les discours politiques, etc., qui du coup sont fâchés avec les politiques. On essaie de les réconcilier pour aborder des sujets d'actualité, des sujets de société, mais d'une manière un peu plus simple que d'habitude. Ce soir, le débat, faut-il privatiser l'audiovisuel public? Et on reçoit Olivier Legrain, homme d'affaires français, qui est aujourd'hui thérapeute. Voilà, je le dis, hein, c'était pas marqué sur ma fiche, mais voilà. Qui débat ce soir avec Max Brisson, sénateur LR des Pyrénées-Atlantiques. Et alors, monsieur le sénateur, vous nous disiez juste avant la pause que vous étiez un petit peu contrarié des propos tenus par Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, qui a déclaré en septembre 2025 « Il faut admettre que CNews est un média d'opinion, qu'ils assument d'être une chaîne d'extrême droite ». Elle a aussi déclaré « Ça fait 4 ans que CNews tape sur le service public matin, midi et soir. En France, il se trouve qu'on a une presse d'opinion. » Mais voilà, moi je me demande en quoi Madame Ernotte est qualifiée pour dire que CNews est une chaîne d'extrême droite. Et puis surtout, de là où elle parle, parce que c'est France Télévisions, elle devrait avoir un petit peu de retenue et penser que France Télévisions a vocation à parler à toutes les Françaises, à tous les Français, à toutes celles et tous ceux qui vivent dans notre pays. Et c'est, me semble-t-il, une faute. Je lui ai dit. Je lui ai même dit que l'honneur aurait commandé qu'elle démissionne. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle a trouvé toujours mille circonstances atténuantes et 1000 raisons. Vous savez, il y a une sorte parfois d'entre-soi qui fait que ce petit monde se succède à lui-même est tout à fait interchangeable. Et c'est d'ailleurs un des vrais problèmes aujourd'hui de notre pays. Tout ça est parti de ce qu'on appelait l'affaire Cohen-Legrand, c'est-à-dire ce moment, c'est exceptionnel quand même, où 2 journalistes de l'audiovisuel public étaient en connivence avec le Parti Socialiste pour savoir comment on pouvait écarter le plus facilement possible Madame Dati de la conquête de la mairie de Paris, et comment finalement on pouvait un jour assurer la victoire de M. Glucksmann aux élections présidentielles. L'audiovisuel public. Bon, excusez-moi, mais je pense que là on est dans une sorte d'entre-soi très, très parisien, que tout ça ne passe mal. D'ailleurs, le périphérique parisien, que c'est... Voilà, et malheureusement, pour Madame Ernotte, c'est arrivé au moment aussi où un rapport de la Cour des comptes a montré la gabegie, a montré... C'est quoi aussi, la gabegie? Oui, gabegie financière, des frais de taxi, par exemple, oui. tout à fait exorbitant. Oui, gabegie, oui, si vous voulez, je traduise. C'est mon côté propre, c'est mon côté propre d'histoire d'une ancienne époque. Parce que pour nous, la gabegie, c'est un repas. Hein. Ouais. Mais si vous voulez, moi, je vais vous dire quelque chose. Il se trouve que je suis allé quelques jours après dans les antennes de France Télévisions à Bordeaux pour enregistrer l'émission du dimanche matin, dimanche en politique. Et là, les journalistes, je pensais me faire engueuler après mes passages à CNews par les journalistes d'audiovisuel public à Bordeaux. Mais pas du tout. Pas du tout, j'avais dit des choses un peu fortes dans l'heure des pros sur CNews. Et là, j'ai trouvé au contraire des journalistes qui me disaient « Mais nous, on compte les sous un par un. » C'est la misère absolue des chaînes régionales de l'audiovisuel public. Bien, moi, je pense que plutôt que de payer des sociétés de prod, toutes parisiennes, pour des émissions qu'on pourrait trouver parfaitement dans le privé, avec France Télévisions et ce qu'on appelait France 2 autrefois, qui est en effet souvent en concurrence avec les chaînes privées, on ferait mieux, par exemple, d'assumer pleinement la vocation régionale de France Télévisions. Parce que là, le privé n'y sera pas. Et donc, j'ai, dans la même semaine, vu Madame Ernotte très satisfaite, après l'affaire de monsieur entre Legrand, Cohen et les responsables du Parti Socialiste, et des journalistes de France Télévisions aussi, des journalistes de la station régionale à Bordeaux, qui, eux, disaient
on en a marre, parce que c'est pas notre manière de faire notre métier, et que nous, on est attachés à l'audiovisuel public. Voilà. Et bien moi, je pense que France Télévisions ferait mieux de redéfinir ses missions, en quoi l'audiovisuel public est utile, quel est le périmètre qu'il faut ensuite définir, c'est-à-dire le nombre de chaînes, à partir du moment où on aura défini les missions, et d'ailleurs définir aussi l'effort de la nation sur le sujet. L'audiovisuel public, c'est 4 milliards d'euros, dont plus de 3 qui viennent des contribuables. Pour répondre à ça, Olivier Legrain, qu'est-ce que vous pensez, vous, des propos tenus par... Je n'ai pas tellement envie d'entrer là-dessus, je voudrais... okay. Non, parce que... Pardon. Excusez-moi. Voilà. Moi, Bon, après, on voudrais peut revenir sur... Oui, mais voilà. Mais je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Parce que vous avez dit qu'on cherchait à opposer le service public à l'Empire Bolloré, qui est un peu... L'Empire Bolloré, c'est le thème du livre que j'ai écrit. Là, j'aime pas tellement citer les chiffres, mais j'en prends 2. France Télévisions, c'est 28% de part d'audience en 2024. France Télévisions. C'est la première source d'information chez les Français et bénéficie d'un niveau de confiance supérieur à celui accordé aux chaînes privées. Le deuxième chiffre, France Télévisions, c'est 35 millions de visiteurs uniques mensuels en 2024 sur sa plateforme numérique, soit plus que celle de TF1, c'est une source Cour des comptes. Voilà, c'est un peu la télévision de tous les Français. Moi, je n'ai pas ce problème-là. Commenter les propos de Mme Ernaud, qui me semblent déplacés, moi, j'ai aucun problème là-dessus, mais voilà. Ce qui, en fait, nous éloigne pas tellement, c'est que vous n'êtes pas pour la privatisation. Je suis complètement opposé à la privatisation. Maintenant, si on revient sur ce que dit... Alors, je pense que c'est partie du débat, sur ce que dit Mme Dati. Moi, je pense que Mme Dati, à la fin des fins, elle prépare une privatisation. Quand on parle de holding, il y a un domaine que j'ai bien connu dans une autre vie, il y a 2 genres de holding. Il y a les holdings de moyens et les holdings de contenu. Alors, le holding de moyens, moi, je ne suis pas du tout opposé. Je pense que s'il doit y avoir un directeur financier commun, un directeur du contrôle de gestion commun, un directeur des ressources humaines commun, oui. Mais à partir du moment où on va plus en aval et qu'on commence à fusionner les contenus, là, on prépare sous un autre pouvoir éventuel la privatisation. Et là, pour moi, c'est très dangereux. Pour moi, c'est très dangereux, c'est parce que c'est notre... les économies, on parle de pas grand-chose. La privatisation, elle est impossible, parce que si on privatisait l'audiovisuel public, c'est, dans quelques années, c'est toutes les chaînes de radio et de télévision qu'il faudrait renationaliser, parce qu'elles seraient toutes en faillite, parce que l'audiovisuel privé repose essentiellement sur un marché de la publicité qui est en baisse. Et c'est un vrai sujet. Oui. Il est en baisse parce que ce marché de la publicité, il est très réglementé par la loi de 1986, pour ce qui concerne les éditeurs, c'est-à-dire les chaînes de radio et de télévision, et il est très libre pour les plateformes, et d'ailleurs l'audiovisuel public, dont vous allouez un certain nombre de mérites, il y a de très belles émissions sur l'audiovisuel public, je n'ai pas dit le contraire, mais l'audiovisuel public est également sur les plateformes. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des émissions payés par les contribuables sur les plateformes avec de la publicité pour le plus grand compte des GAFAM, pour le plus grand compte des grandes plateformes américaines. Donc moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est que le vrai sujet, c'est comment on déréglemente le marché de la publicité pour que les éditeurs, pour que Sud Radio, par exemple, tout simplement, pour que CNews, BFM ou LCI ou TF1 soient à égalité avec les GAFAM, avec Google, etc. Parce qu'actuellement, le marché, la loi est totalement obsolète, est extrêmement dure pour les radios et les télévisions privées, mais aussi d'ailleurs pour l'audiovisuel public. Et si on privatise, on va mettre aujourd'hui France Télévisions et Radio France sur le marché de la publicité, et donc finalement on va mettre en difficulté TF1, on va mettre en difficulté CNews, BFM, etc. C'est-à-dire l'ensemble des groupes privés. Donc il ne faut pas privatiser. Cela n'empêche pas de réformer l'audiovisuel public. Vous dites ils sont très bons, 46%, 46% de satisfaction. La BBC, c'est 86%. Oui. Donc c'est quand même toute la différence entre un grand audiovisuel public qui est plébiscité par les Britanniques et un audiovisuel public français qui a un indice de satisfaction tout à fait relatif. À partir du moment où on est d'accord qu'il ne faut pas privatiser, ce qui peut éventuellement nous séparer, c'est la manière dont on restructure le service public. Voilà. Alors moi, j'ai une question. C'est ça qu'on est en train de dire ? Oui, peut-être, mais moi je ne pense pas que Mme Dati veuille privatiser. Je ne pense pas aujourd'hui qu'au Sénat, par exemple, il y ait une majorité pour privatiser. Ce qui entraîne aujourd'hui un discours sur la privatisation, c'est un audiovisuel public et certaines émissions qui focalisent, qui ont un petit peu oublié les règles d'impartialité, à tel point que l'ARCOM
vient de lancer une mission sur l'impartialité de l'audiovisuel public. Preuve qu'il y a un problème. Parce que pour que l'ARCOM y aille, honnêtement, il fallait aller à la... Je n'ai pas dit que Madame Dati... Non, sénateur, s'il vous plaît. Non, parce que ça c'est pas du tout. Non, mais des fois, il a fait des petites fautes comme ça, mais il ne faut pas lui en vouloir. J'étais perdue, là. Il y avait trop... Surtout avec tout le bien que vous avez dit des sénateurs tout à l'heure. Moi, je suis fan des sénateurs. Mais là, je vous dis la vérité, il y avait trop de mots intellectuels pour moi, je me suis perdue. Ah ouais, d'accord. On va essayer de redescendre. Non, une question plutôt... qui m'intéresse. On a vu que l'ARCOM, justement, a fermé C8. Chaîne privée de Monsieur Bolloré, on est d'accord. Moi, j'ai travaillé pendant 6 ans, j'étais chroniqueuse chez C8, exactement. Et je vous dis la vérité avec mon témoignage. C'est mon témoignage personnel que j'assume ici. Je ne suis absolument plus en lien avec ni C8 qui n'existe plus, ni Bolloré, que je n'ai jamais rencontré d'ailleurs, ni personne. Mais je peux vous donner mon témoignage, c'est que moi, on m'a jamais demandé d'aller dans un sens ou dans un autre. Ça veut dire que je n'ai jamais reçu de consigne pour dire aller plus vers la droite que vers la gauche. Chaque chroniqueur était totalement libre de dire ce qu'il avait envie. Enfin, j'apporte juste mon petit témoignage comme ça. Est-ce qu'il serait possible aujourd'hui pour l'ARCOM de fermer une chaîne comme France 2, France Télévisions? Est-ce que ça aurait pu être possible, ou est-ce que ce risque-là, il n'y a que les chaînes privées qui l'ont? Pardon, c'est des questions bêtes, mais... ce n'est pas possible. Juridiquement, c'est impossible. Les relations entre l'audiovisuel public et l'ARCOM ne sont pas les mêmes que les relations entre... Est-ce que ça, c'est normal? Ça laisse un boulevard, en fait. C'est au Parlement, là, pour le coup, qu'il reviendrait de reformater, de réorganiser l'audiovisuel public. C'est seule une loi sur l'audiovisuel. Alors actuellement, il y a un texte de loi qui a été débattu au Sénat et qui est à l'Assemblée nationale, qui crée cette holding dont parlait M. Legrain tout à l'heure, permettant de regrouper Radio France et France Télévisions. C'est pas évidemment pour privatiser, pour mettre un peu plus de synergie. Vous savez, moi, c'est très simple dans la vie quotidienne. Quand je reçois une radio privée, aujourd'hui, dans mon territoire, dans mon département, à Bayonne ou à Pau. En général, quand c'est une radio privée, il y a un journaliste qui se déplace, qui fait des photos, qui fait de la vidéo, qui est multimédia, comme tous les journalistes aujourd'hui. Quand c'est la radio publique ou la télévision publique, par les contrats, par les statuts, par les corporatismes, ils se déplacent à 3. Oui, donc ils sont plus nombreux. Donc quelque part, il y a des dysfonctionnements, il y a un archaïsme, il y a des statuts qui méritent qu'on les regarde à l'heure du numérique, à l'heure du digital, à l'heure de l'intelligence artificielle. Les métiers aujourd'hui de la radio et de la télévision sont totalement bousculés. On est maintenant dans du multimédia, et il me semblerait on est encore régenté par la loi de 1986. Donc vous trouvez que les chaînes publiques aujourd'hui sont obsolètes, elles sont à l'ancienne, quoi? En tout cas, il y a des corporatismes et des statuts qui ne peuvent pas être transformés, ne peuvent pas être bousculés. Et donc, il serait nécessaire qu'on prenne la question par le bon bout. Oui. Et le bon bout, ce serait pourquoi un audiovisuel public? Quelle mission? Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on privilégie? Est-ce que, par exemple, les grandes manifestations sportives qui coûtent très cher, sur lesquelles France Télévisions demeure, est-ce que le privé ne serait pas capable de le faire aussi bien? Par contre, des documentaires, des émissions populaires de qualité, des retransmissions qui ne peuvent pas trouver obligatoirement un public dans le privé, méritent leur place dans l'audiovisuel public. Le problème, c'est que quelques émissions qui sont alors là totalement orientées font beaucoup de mal, parce qu'il y a de plus en plus, y compris de sénateurs dont vous avez loué la sagesse tout à l'heure, qui se disent, dans des moments un peu de réaction, ça suffit, ils comprennent pas, et le seul moyen de les faire comprendre, c'est de privatiser. Moi qui suis très engagé sur ces sujets, je dis ça serait une erreur, mais par contre je dis aux responsables de l'audiovisuel public, faites attention. Quand au groupe Les Républicains du Sénat, qui est plutôt modéré, c'est le Sénat, il y a aujourd'hui des partisans de la privatisation, ils sont pas majoritaires aujourd'hui. Moi, je dis aux dirigeants, faites attention, ce sont des thermomètres. Ce sont des signaux. À force de faire des émissions qui sont totalement partiales, eh bien, ça finit par créer des réactions comme ça, que l'audiovisuel public se ressaisisse et qu'il accepte de se réformer. Restez avec nous sur Sud Radio. On revient juste après cette petite pause avec la question des auditeurs, parce qu'aujourd'hui, là, il y a beaucoup de gens sur le live qui ont des questions. Instagram. Et Mathias va nous dire ça juste après cette pause. À tout de suite sur Sud Radio. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h, on vit pas dans la même France. Sud Radio, parlons. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent
Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h30, nous sommes en direct. Olivier Legrain, homme d'affaires français, ce soir débat en face de Max Brisson, sénateur LR des Pyrénées-Atlantiques. Et on débat autour de la privatisation de l'audiovisuel public. Alors est-ce qu'en gros, je le fais un peu à la Jens, est-ce que les télés publiques, genre France Télévisions, TF1, doivent devenir privées, un peu comme C8, Canal, etc. Je résume bien. TF1 c'est privé. TF1 c'est déjà privé. C'est déjà privé. Bah, oui. Excusez-moi alors, Ouais. on est vraiment déconnectés. Parce que t'as beaucoup d'informations dans la tête, on t'en veut pas. Il y a même l'OTAN. Ah ouais. Alors Mathias. On a une question pour nos deux invités. Privatiser, est-ce que c'est une solution ou un aveu d'échec? C'est pour vous deux. C'est moi qui ai pour le premier ou c'est chacun votre tour. Privatiser serait l'aveu de l'échec de l'audiovisuel public. Moi, je souhaite sa réforme puissante. Je souhaite qu'il s'adapte aujourd'hui à ce qu'est la question de la très très numérique aujourd'hui de la radio et de la télévision. Est-ce qu'on mesure aujourd'hui que les jeunes aujourd'hui ne consomment plus de la télévision comme on l'a consommé traditionnellement, ne consomme plus la radio comme on la consomme traditionnellement, et qu'il faut s'adapter à ce monde qui est en complète évolution. Avec l'arrivée d'Internet. Moi, je trouve, avec l'arrivée d'Internet, qui nécessite d'ailleurs de très lourds investissements pour s'adapter, pour recréer un nouveau modèle dans lequel, d'ailleurs, on va certifier l'information pour éviter les fausses informations. C'est d'ailleurs là que les journalistes jouent un rôle, d'ailleurs, majeur pour qu'on ait des informations certifiées. Donc, il y a de vrais enjeux sur lesquels il ne me semble pas aujourd'hui que l'audiovisuel public s'arme et se prépare, elle se cramponne à la division de grand-papa. Il est grand temps que la télévision publique s'adapte aussi aux réalités. Alors elle le fait parfois. Elle le fait sur les plateformes, par exemple. Mais elle ne le fait pas sur les missions qui devraient être les siennes. Pour moi, l'audiovisuel public devrait être là où le privé n'est pas. L'audiovisuel public devrait faire des missions sur lesquelles des jeux de télévision qu'on peut trouver ailleurs, des émissions de grandes retransmissions sportives qu'on peut trouver dans le privé. Pourquoi on y consomme l'argent des contribuables? Par contre, un document de grande qualité, ou par exemple... Il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais ça, c'est la mission. Mais à côté de ça, il y a une sorte de course, de concurrence à la télévision privée qui est absurde. L'audiovisuel public n'est pas pour être en concurrence avec le privé. L'audiovisuel public devrait revenir à ses missions fondamentales, être là où le privé n'est pas. Alors pour répondre à votre question très clairement, oui, si la privatisation, c'est pour ça que je ne suis pas favorable à la privatisation, ça sera un échec. Mais de temps en temps, quand je regarde ou quand j'écoute certaines émissions, qui oublie la neutralité ou l'impartialité qui est dans la loi de 1986. Vous préférez la télé d'avant ? Non, j'ai aucune nostalgie. Alors excusez-moi, pour ça il y a des spécialistes, il y en a d'autres, il y a d'autres partis à ma droite qui sont très bons dans la nostalgie. Moi j'ai aucune nostalgie, je suis au contraire, je viens de vous parler de tout ce qui aujourd'hui transforme l'audiovisuel public et pour lequel on a besoin d'un audiovisuel public, mais pas comme en 1986. Alors Olivier Legrain, il parle beaucoup de notre Max Brisson. On l'aime d'amour, le sénateur. C'est depuis que tu as dit que tu adorais les sénateurs, c'est pour ça. Ah ouais. C'est des déclarations. Monsieur le sénateur, on vous aime. Oh, mais vous êtes sympa. Au moins avec vous, il n'y a pas de blanc sur le plateau. Je vous dis. Ça vous arrive ? Ah oui, ça nous arrive des fois. Ouais. Ah, des fois, on a des gens qui peuvent tellement pas se voir qu'ils se parlent plus. Ils débattent même plus. On a un débat tout à fait républicain avec Monsieur Legrain, il n'y a aucune difficulté et on va continuer. Moi, je peux passer la nuit avec vous si vous voulez. Ah, mais c'est sympa. Ah, la Marie, T'es bête. Monsieur Legrain, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, c'est même pas une question d'échec ou pas d'échec, c'est que si on privatisait, on revient à ce que je disais au début de cette émission, ça irait dans les mains d'une dizaine de milliardaires qui sont les seuls à avoir les moyens de l'acheter. Donc là, on déplace complètement le curseur. Mais est-ce que c'est les milliardaires qui vous dérangent ou est-ce que c'est pas les milliardaires, c'est le pouvoir qu'ils ont. Alors là, on n'a pas parlé tellement de ça. Pour moi, il y a une guerre idéologique et culturelle qui est très forte et qui se développe tout doucement en prévision de 2027. D'ailleurs, je suis assez d'accord avec vous. Madame Dati, elle ne veut pas privatiser, mais dans certains cas de la réforme, elle peut préparer une privatisation qui deviendra évidente dans un autre régime politique. Et c'est pour ça que je me bats ce soir et que je me bats depuis maintenant quelques mois. Non, je suis contre la privatisation pour ces raisons-là. Après, je suis assez à l'aise. Le curseur, je ne sais pas où il se placerait entre nous deux. Je suis sûr il y a des choses à réformer. Moi, j'aime bien voir les matchs de rugby
sur les chaînes publiques, voilà. Ouais, mais je les regarde. Et d'ailleurs, c'est même pas vrai, puisque je regarde sur TF1. Vous pouvez écouter sur Sud Radio. Voilà. On fait le rugby sur Sud Radio. Oui, vous êtes très voilà. bon rugby. Mais donc, je pense que ce qui nous sépare, c'est un curseur. Par contre, la privatisation, là, pour moi, je suis totalement opposé. C'est pas une question d'échec, c'est une question culturelle et idéologique. Alors vous, Olivier Legrain, la fermeture de C8 et Énergie 12 intervient après une décision de l'Arcom. Est-ce que selon vous, c'est un signe que le paysage audiovisuel va mal ? Est-ce que c'est mal régulé ou au contraire, c'est une régulation qui fonctionne ? Je trouve que le pouvoir de l'Arcom n'est pas suffisant. Mais alors là, on entre dans... Voilà. Donc, carrément. Voilà. Mais pourtant, ils ont quand même réussi à fermer des chaînes. Moi, je pense... Là, on va entrer dans des débats forts. Ils ont mis quand même pas mal de monde au chômage et compagnie. Enfin, ça a enlevé beaucoup d'emplois. C'est là où on va probablement peut-être ne plus être d'accord. Alors allez-y. C'est là que nous n'allons plus être d'accord. Monsieur le sénateur, il croise les bras, là, il s'est mis en position. Voilà. Le rugbyman est parti. Là, mais moi, je pense que quand il faut 41 ou 42 alertes à Cyril Hanouna pour lui faire remarquer qu'il n'y a pas de bonne orientation politique... C'est des alertes ciblées aussi. Hein. C'est des alertes... Attendez. Il y a pire ailleurs. Attendez, oui et non. Là, on accuse France Inter. Là, on reprend un papier. Qui est-ce qui est sur France Inter ? Alexandre Devecchio, Sophia Aram, Dominique Seux, Alain Ficalcro. J'écoute France Inter. Anne Rosancière. Moi, j'ai pas du tout l'impression que c'est une télé gauchiste. Pas une seconde. Alors attendez, parce qu'il y a Yannick qui veut intervenir. Je suis désolé, mais quand j'entends sur France Inter Jésus est PD et qui chante ça et que ça ne choque personne et que l'Arcom n'intervient pas, vous n'avez pas entendu. Attendez, moi j'ai été sur C8, je suis désolé Magali, ça me rend dingue, mais quand on s'est retrouvé au chômage, et alors pour ceux qui avaient la chance d'être au chômage, il faut savoir que dans les médias, on a beaucoup qui sont sur facture, et quand on est sur facture, après on n'a plus d'argent quand on n'a plus d'emploi. Donc voilà, il faut aussi penser à tous ces salariés qui sont restés sur le carreau. Je n'ai pas entendu ce que vous dites, ce qui a été dit n'est pas acceptable. Le problème, c'est que... Si Yannick, qui va très certainement nous retrouver vite l'audio de... Non, mais je ne dis pas que ça n'a pas été dit. Est-ce que ça mérite le même avertissement que Cyril Hanouna a pu avoir certaines fois ? Je sais pas, mais ça mérite ça mérite un avertissement. Je suis d'accord. C'est pour ça qu'on dit que c'est ciblé. Est-ce qu'il y a eu avertissement pour ça, Yannick ? Alors, je vérifie quand même. Okay. Mais l'Arcom n'est pas fait pour faire la police de la pensée. Si un éditeur, si une chaîne de radio, de télévision sort du cadre de la loi, pour ça il y a des tribunaux. Et cette censure, cette disparition, c'est très grave. On est dans une démocratie, il y a peu de démocraties qui ferment des chaînes. Moi, j'étais très choqué de la fermeture de C8. En plus, honnêtement, C8 a été remplacé par des chaînes que personne ne regarde. C'est quoi d'ailleurs qui remplace C8 aujourd'hui ? Personne ne le sait. D'ailleurs, je pense qu'autant dans la salle, l'appellera la chaîne 8. Dans le studio, personne ne sait qui remplace aujourd'hui C8. C'est dire la médiocrité de ce qui a remplacé C8. On aime ou on n'aime pas C8, mais personne n'était obligé de regarder C8. Il y a une grande offre de télévision et de radio, il y a donc un grand pluralisme et chacun peut y aller avec ses envies, ses passions, ses intérêts. Et puis on peut regarder telle émission on pouvait regarder telle émission sur C8 et puis aller sur d'autres chaînes. On me dit que la chaîne s'appelle T18 et Novo 19. Ouais, voilà, on a fait une grande avancée ce soir. C'est marque de voiture. Mais c'est péché. C'est choquant. Et deuxièmement, qui c'est qui a décidé de fermer C8 ? Des hauts fonctionnaires. Ouais. C'est-à-dire que l'Arcom, c'est une autorité administrative. Je ne conteste pas la nécessité d'avoir un régulateur, mais aujourd'hui, l'Arcom avait pour rôle essentiel, le CSA avant, d'attribuer les fréquences dans un espace fini. L'espace de la TNT, de la télévision numérique terrestre, est un espace fini. Sur le numérique, on est sur un espace infini, où là d'ailleurs, le pluralisme peut être total. Mais c'était ça le rôle essentiel de l'Arcom, c'était attribuer les fréquences, parce que ces fréquences sont limitées tant dans radio qu'en télévision. C'est pas de dire... si telle émission n'est pas correcte, politiquement correcte. Qu'est-ce que c'est que ce politiquement correct dans lequel il faudrait enfermer ? Oui, il y a de temps en temps, il peut y avoir des chroniqueurs qui sont à droite ou qui sont à gauche. Je n'en sais rien. Il peut y avoir des chroniqueurs. Ouais. Donc, vraiment, fermer C8, c'est quand même un acte de censure. Mais un même grand pour démocrate le peuple, comme vous, monsieur Legrain, je ne comprends pas qu'il puisse ainsi valider un tel acte de censure. Vous qui militez pour les radios indépendantes,
Et ça, c'est un point sur lequel nous allons nous retrouver. Et au Sénat, je vais essayer d'obtenir de Mme Dati qu'elle rétablisse le financement du fonds des radios associatives. Parce qu'on a besoin aussi de ces radios associatives, surtout dans les territoires. Et surtout pour porter... Mais vous avez ce combat-là qui est un combat noble, et vous acceptez, parce que c'est le groupe Bolloré qu'on ferme ces précision. Donc non, l'ARCOM, qui est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, n'a pas infligé de sanctions à France Inter suite à la diffusion de la chanson Jésus et PD, excusez-moi des termes, moi j'ai honte de dire ça, avec Macron en plus, de Frédéric Fromet. Le site, on a l'extrait. Jésus, Jésus, Jésus et PD, membre de la LGBT. Du haut de la croix, pourquoi l'avoir cloué? Pourquoi l'avoir pas enculé? Et alors, le site de suivi des signalements de l'ARCOM précise que bien que le nombre de saisines soit élevé, ni le CSA, ni l'ARCOM, ni le Conseil d'État n'ont vu de manquement. Est-ce que vous trouvez ça juste, vous, Olivier Legrain? Franchement. Non. Ah voilà, non. Vous êtes honnête. Moi, je dis franchement bravo. Est-ce que je peux redire quelque chose sur les chiffres? Parce que j'aime pas, mais quand même. Parce que je trouve que vous orientez trop sur le fait que, par exemple, France Inter... Regardez, une étude menée pour Marianne cette année a montré que sur France Inter, en temps de parole, la droite arrive en tête dans les invités de la matinale, avec 37%. Devant le centre, 31%, et la gauche, 19%. Je finis. 10 secondes. Dans la même période, septembre, CNews et Europe 1 ont invité en matinale 75% de politiques issus de la droite. Je connais par cœur l'argumentation et les éléments de langage de France Télévisions et de Radio France. Est-ce que c'est vrai? Je les connais par cœur. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est bien sûr que les hommes politiques sont invités avec des calculs extrêmement forts, très précis, et qui fait que les LR ont tant de temps de parole, que le Parti socialiste en a tant. Ça, c'est totalement régulé. Ce sont les chroniques. C'est même pas les journalistes qui font attention. C'est un certain nombre de chroniqueurs qui font de la politique et, comme par hasard, toujours à gauche. C'est l'humoriste de service. Non mais attendez. C'est l'humoriste de service qui systématiquement attaque, par exemple, les convictions religieuses. On vient d'avoir de le voir. Non mais c'est pas les journalistes, vous comprenez? Bien entendu, lorsque c'est contrôlé par l'ARCOM, dans le cadre de la répartition par parti politique, c'est minuté. Là, ils sont irréprochables. C'est sur les marges qu'ils passent leur message. Moi, je voudrais savoir, on est où Sud Radio dans le sondage, enfin dans l'étude de Marianne justement? Je ne sais pas, je l'ai pas devant les yeux. Eh ben, je crois que nous, on est à égalité, on est des très bons élèves. Très bon. Oui, je suis très fière. Monsieur Baxen, dans les chroniqueurs, je vous en ai cité 4 ou 5 tout à l'heure qui sont à droite. Oui, bien sûr. Mais ce sont des chroniqueurs. Mais ils sont très forts. Enfin, moi, d'ailleurs, nous oui, mais alors là, c'est bien difficile. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'une émission comme Touche pas mon poste, qui a disparu, la chaîne C8, c'était l'émission du peuple? Ça veut dire que qu'on aime ou qu'on n'aime pas Cyril Hanouna, il a donné la parole à énormément de gens, il a fait ouvrir la parole à des gens. On peut ne pas être d'accord là-dessus. Oui, je suis d'accord, mais j'entends ce que vous dites, mais on peut ne pas être d'accord politiquement. Voilà. Pourquoi on le cible lui et sa chaîne et pas tout ce qui se passe comme ce qu'on a attendu avec Yannick? Il y a un problème avec l'ARCOM, c'est qu'en fait ils ont leur tête. Mais le problème. Alors on va partir en pause et préparez vos réponses tous les deux. On revient juste après cette petite pause sur Sud Radio. À tout de suite. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Sud Radio, parlons vrai. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h45. Nous sommes en direct. Il nous reste 13 minutes pour finir ce débat entre Olivier Legrain, homme d'affaires français, et Max Brisson, sénateur star LR des Pyrénées-Atlantiques. Faut-il privatiser l'audiovisuel public? Alors, ils sont pas tout à fait d'accord, notamment sur le rôle de l'ARCOM. On a débattu avant cette pause sur la fermeture de C8 et d'Énergie 12. On a sorti des propos de France Inter. Voilà, je vais pas les redire parce que ça sert à rien, mais un peu, très extrêmement déplacés. Et il n'y a pas eu de sanctions, donc on se posait la question, est-ce qu'ils sont sur la même longueur d'onde? Est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est juste, en fait, tout simplement? Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, on veut, en France, taper sur les milliardaires? On a l'impression, pour certains, on l'a vu aussi sur les réseaux sociaux, et je vous parle avec les commentaires qu'on reçoit, etc., que dès qu'il y a un milliardaire qui est propriétaire d'un truc, il faut le faire fermer. Est-ce que vous n'avez pas cette sensation, vous? Là, je parle à vous, monsieur Olivier Legrain, vous avez écrit un livre là-dessus. Voilà. Il y a deux genres de choses. Il y a ce que je disais au début, moi je pense qu'il y a une véritable guerre culturelle idéologique menée par Vincent Bolloré et de plus en plus par Bernard Arnault.
Et j'ai dit tout à l'heure, et d'ailleurs le journal Le Monde, pour le citer, aurait certainement eu des très gros problèmes s'il n'avait pas été aidé par Xavier Niel. Et que la personne qui dirige la rédaction du Monde est une personne qui a une longue expérience. Voilà. Donc c'est très différent. Il y a ce qu'on écrit dans le livre, il y a du capitalisme d'influence, qui est un certain nombre de milliardaires. Il y a du capitalisme idéologique et culturel, car je considère qu'il y a une guerre idéologique et culturelle qui est menée par Vincent Bolloré et Bernard Arnault. On peut ne pas être d'accord. Je pense profondément ça. Et c'est pour ça. Alors Bernard Arnault, je rappelle qu'il est propriétaire du Parisien et de Paris Match, entre autres. Entre autres. Oui, mais je suis assez d'accord. Et de Challenge maintenant, et de la recherche aussi. Je suis assez d'accord avec M. Legrain. Finalement, la gauche aime bien la droite quand elle pense à gauche. C'est Maurice Druon, grand écrivain, qui disait que dans ce pays, il y a 2 grands partis, dont l'un, par convention, est appelé de droite. Et c'est vrai que pendant très longtemps, la droite a dû penser comme la gauche le voulait. Et c'est vrai qu'actuellement, il y a une véritable révolution idéologique. Mais c'est une bonne chose. La droite se met à penser pour elle-même. Elle ne cherche plus à penser comme la gauche. Mais c'est ça qui était. Et c'est évident que M. Bolloré et d'autres sont en train aujourd'hui d'affirmer des convictions de droite. Il y avait une sorte de politiquement correct. La gauche disait jusqu'où vous aviez le droit de penser. Quand vous étiez dans le politiquement correct, vous étiez à peu près toléré. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a, en France et ailleurs dans le monde, l'affirmation d'un certain nombre d'idées qui peuvent choquer à gauche. Moi, je suis très heureux, vous savez, quand je clive avec la gauche, quand je m'oppose à la gauche, quand je me fais engueuler, excusez-moi, là je parle en direct, par des hommes et des femmes de gauche, j'ai aucun problème. Par exemple, il y a certains sujets qui sont polémiques actuellement. Le sujet du report de l'âge de la retraite. Moi, au Sénat, la droite sénatoriale va voter différemment de l'Assemblée, elle va remettre en place la réforme Borne. Un journaliste me dit, oh là, mais c'est pas populaire. Ah, c'est pas populaire à gauche. Mais moi, je m'adresse aux électeurs de droite. Et ils avaient tellement l'habitude que personne ne s'adressait à eux. La France est plutôt à droite. Mais les médias étaient à gauche et ça devait être normal. Eh bien non, aujourd'hui, les médias se rendent compte qu'il y a une partie des Français qui ne pensent pas à gauche. Les choses sont en train de bouger. Mais ça porte un nom. C'était le départ de notre discussion. C'est le pluralisme. C'est vrai que quand tous les médias disaient la même chose, M. Legrain, il trouvait peut-être du pluralisme, ça correspondait à ses idées. Ben moi, vous êtes content aujourd'hui mais moi, je suis content que CNews existe. De temps en temps, ils peuvent m'agacer. Mais moi, j'aime être agacé aussi. Moi, je suis content quand il y a un peu d'aspérité, que tout le monde ne pense pas la même chose. Et c'est évident que le groupe Bolloré est nécessaire. Et d'ailleurs, je m'aperçois très bien que ça agace beaucoup la gauche. Et je me dis que si ça agace beaucoup la gauche, c'est que ça participe au pluralisme. Monsieur Brisson, si M. Bardella est président de la République en 2027, est-ce que ça vous pose un problème ? Si monsieur, vous dites, pardon ? Si M. Bardella est président de la République... Je ne soutiens pas M. Bardella, ça va vous échapper. Moi, mon candidat à l'élection présidentielle, il s'appelle M. Retailleau. Je soutiendrai le candidat de la droite républicaine. Mais si les Français choisissent M. Bardella, ce sera le choix des Français. La démocratie... C'est ainsi. Je sais que parfois à gauche, le peuple vous dérange. Non, je vous pose une question. Je sais que le peuple vous dérange. Moi, ça me pose un problème. Le peuple vous convient quand il est idéalisé. C'est Madame Ernotte qui l'a d'ailleurs parfaitement théorisé. Elle ne veut pas faire la télévision du peuple tel qu'il est. Elle voudrait faire la télévision du peuple tel qu'elle voudrait qu'il soit. Ça, c'est typiquement un comportement de gauche. Le peuple, on l'aime quand il pense bien. Le peuple, il peut penser différemment de vous. Et c'est ça, la démocratie. Mais je suis 100% d'accord avec vous. Et si, moi, ça me choque, et parce que ça me choque ni de gauche ni de droite, en tant que citoyen engagé, et je ferai tout ce qui est possible à mon niveau pour l'éviter. C'est tout. Maintenant, à la fin des fins, il y a une élection et elle est démocratique. Et je ne dis pas contre. Par contre, je veux tout faire pour éviter cela. Mais ça, c'est votre droit. Mais c'est mon droit. Et de la même manière que je pense que les liens entre M. Retailleau et M. Bardella sont extrêmement importants. Mais voilà, c'est ce que je pense. Tout de suite. Vous avez fixé la barre du politiquement correct. Vous avez une attitude d'homme de gauche qui est tout à fait exemplaire. Monsieur, donc vous avez dit là, le danger, c'est Monsieur Bardella, et Monsieur Retailleau n'a pas le droit. Vous avez. Mais c'est le droit, c'est la démocratie. Vraiment, votre invité est remarquable, c'est le prototype de la pensée de gauche. C'est-à-dire qu'il dit ce que nous pensons. Moi, je ne pense pas que Monsieur Retailleau soit aux ordres de Monsieur Bardella, mais je vais vous dire quelque chose. Tout à l'heure, vous avez dit, oui, mais France Inter invite des hommes de droite, dans des proportions tout à fait convenables. Chroniqueur. Oui. Mais vous avez aussi parlé des temps de parole des hommes politiques de droite. Regardez France Inter, la matinale France Inter, quand c'est M. Bardella ou M. Retailleau
qui sont invités, la hargne des journalistes. Invitez M. Glucksmann et vous avez la bienveillance des journalistes. Et là, tout est dit. En effet, les temps d'antenne sont respectés. Mais d'un côté, vous avez des journalistes procureurs, et de l'autre côté, vous avez des journalistes avocats. Excusez-moi, j'ai entendu M. Ruffin ce matin. On ne peut pas dire qu'il lui ait été d'un grand service, franchement. J'ai dit M. Glucksmann. Bien sûr, bien sûr que c'est la social-démocratie. C'est Marie l'animatrice pour ça. La social-démocratie. Bien sûr que je vous ai dit de M. Glucksmann. S'ils invitent M. Mélenchon, il pourrait être très dur. Mais avec M. Glucksmann, c'est la grande bienveillance. On est dans l'entre-soi. On pense tous la même chose. Il y a un peu d'amour là-dedans, c'est pour ça. J'ai une question, je suis pas d'accord, mais très bien. Je suis pas d'accord du tout. Mathieu Pigasse. Oui. Les banquiers d'affaires et actionnaires de médias pendant des années, ça n'a jamais posé de problème à personne. Est-ce que parce qu'il est de gauche, parce qu'on a Le Monde, Les Incorruptibles, Radio Nova, Télérama, Courrier International? Tout ça, c'est très bien. Mais non, je dis pas je dis pas ça du tout. Je dis que le pouvoir de Mathieu Pigasse n'a rien à voir avec le pouvoir de Vincent Bolloré. Maintenant, s'il y avait une loi qui limitait le pouvoir de Monsieur Bolloré, c'est un petit peu tardif maintenant, et qui avait comme conséquence de limiter le pouvoir de Monsieur Pigasse, je trouve tout à fait normal. Alors comment vous expliquez qu'aujourd'hui, j'entends ce que vous dites, mais le pouvoir de Bolloré, moi ayant travaillé sur C8 pendant des années, moi j'ai jamais vu Bolloré. Jamais. Non mais vraiment, en fait, de quel pouvoir en fait on parle, parce que nous étions à l'antenne et on était chroniqueurs. Je vous dis pas qu'il on diffusait les messages, c'était nous qui diffusions les messages. Et je vous jure, je pense qu'il sait même pas qui je suis d'ailleurs, pour vous dire la vérité. Mais alors pourquoi on n'a jamais eu de réunion pour nous téléguider, pour nous dire dites ça, ou il est jamais venu nous voir, etc. De quel pouvoir vous parlez? Il a un pouvoir énorme par tout ce qu'il détient dans le pays. Après qu'il ne vous ait pas... Détenir quelque chose, c'est pas signe de pouvoir. Comment ? Détenir quelque chose, c'est pas forcément signe de pouvoir. Si vous voulez, on revient à ce que je disais au début. Quand vous regardez qui détient... Je ne défends pas, attention, moi je défends personne. Ni la gauche ni la droite, pour moi, je ne vous dis pas que M. Bolloré est venu vous ennuyer dans vos interventions. Je vous dis que quand on regarde aujourd'hui la presse, l'édition, la distribution de l'édition, les écoles de journalisme, les festivals, les instituts de sondage... Et les comptes d'influenceurs. Les écoles de journalisme. Oui. Mais quel compte d'influenceurs? Les journalistes de gauche. Elles sont totalement formatées par les écoles de journalisme. Non, quel compte d'influenceurs? C'est une plaisanterie. Non, il y a une école de journalisme qui vient d'être achetée. Je suis désolé, il ne faut pas nier quand même. Enfin, il y a une petite incohérence. Vous dites, on va pas vers la privatisation. Moi, je vous dis que si on va vers la privatisation, on va privatiser pour Bolloré et Arnaud, et on va augmenter leur pouvoir. Point. Après... que vous considérez qu'ils n'aient pas une influence, moi je considère qu'ils ont une très très grosse influence, et quand on regarde les chiffres, on voit bien ce qu'ils ont entre les mains. Alors, ils ont en les mains toute l'édition, ils sont à deux à détenir l'édition française. On passe vite aux questions Cash and Flash, on est à la fin de l'émission, c'est notre moment préféré, c'est le moment préféré de nos auditeurs, c'est des questions simples, des réponses directes. Les questions Flash et Cash. Des réponses directes et simples. Max Brisson, pensez-vous qu'il faut réouvrir le débat sur l'exécution provisoire? Oui, bien sûr. Olivier Legrain, pour ou contre une refonte de l'Arcom avec des personnes élues par les Français à sa tête? Pour, dans ces conditions-là. Max Brisson, pensez-vous que la loi Zuckman peut réellement arriver en France? Surtout pas, je l'espère pas, je la combattrai. Vous parlez de la taxe Zuckman? Oui. Bien sûr. Olivier Legrain, la France est-elle en train de devenir ingérable, ou c'est juste nos dirigeants qui ne savent plus la diriger? Moi j'aurais tendance à dire que ce sont nos dirigeants qui ne savent plus la diriger. Et vous, monsieur le sénateur? L'Assemblée dont on s'est moqué tout à l'heure, elle a été élue par les Français. Donc, les dirigeants, je parle pas des chambres. Je parle des dirigeants politiques. Des dirigeants politiques. Mais on peut dire que le président de la République est élu également par le peuple. Oui, non, mais voilà, les Français élisent des hommes politiques, des femmes politiques. On est dans un moment de crise qui tient, mais c'est un peu très long, fort comme crise. C'est un moment de crise par un chaos institutionnel dans lequel on se trouve. Il faudra changer un jour les règles du jeu, et c'est pas une réponse rapide, et donc vous allez me gronder. Comment vous savez? La dernière et on arrête. Max Brisson, Jean-Louis Borloo dans les médias propose dans les grandes lignes de changer certaines bases de nos institutions pour avoir mieux avancé. Est-ce que c'est il a profondément raison, c'est exactement ce que je veux dire, et Jean-Louis Borloo l'a beaucoup mieux dit que moi. Ok, très bien. Bonne idée aussi ou pas? Ça dépend ce qu'on veut changer. Moi, si on me demande, il y a deux choses que je changerais si j'en avais le pouvoir, c'est que je supprimerais le 49.3 et que je donnerais le pouvoir d'une censure constructive. Ça veut dire que quand on propose quelqu'un,
Il est Premier ministre, il va chercher la confiance. Merci à tous les deux. C'est en Allemagne. C'était le sens même de la Constitution 5e République. On l'a complètement abandonné. C'est terminé. Ça fait 1 heure qu'on débat. Merci à vous deux. Merci Max Brisson, sénateur LR des Pyrénées-Atlantiques. J'espère que vous allez m'inviter au Sénat. J'ai envie de le visiter, même si je l'ai déjà visité. Et merci à Olivier Legrain, homme d'affaires français. Vous aussi, je vais faire une thérapie. Voilà. On se retrouve demain à 20h sur Sud Radio. Tout de suite, vous retrouverez Les Clés d'une vie avec Jacques Pessis et son invité, le compositeur et metteur en scène Jean-Jacques Debout. Mais il fera l'émission assise. Oh, t'es nul. Grande star, Jean-Jacques Debout. Prenez soin de vous. À demain, les amis. Et n'oubliez pas qu'ici, on parle vrai sur Sud Radio. À demain. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Avec Body Minute. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.